Quand tu veux. Je vais vous demander d'abord votre nom, c'est docteur Boulet. Docteur Doulet. Doulet, vous pouvez me l'épeler? D-O-U, 2 L et accent aigu. Je tiens beaucoup à l'orthographe de mon nom. Merci. D'accord, et votre prénom? Daniel. Daniel. Vous êtes donc l'organisateur de ce colloque national sur le sauvetage en mer. Alors pourquoi ce colloque? Notre fédération a une vocation maritime et une vocation terrestre. Et nous avons pensé au niveau de la commission médicale qu'il fallait avoir une action pour réunir tous les professionnels et tous les bénévoles concernant cette grande opération qui consiste à sauver quelqu'un qui est en péril. Notre opération visait surtout, essentiellement, à sensibiliser le grand public afin que ceux qui sachent mieux, ceux qui croient savoir sachent quelque chose et ceux qui ne savent rien commencent à y réfléchir. Je crois que si nous avons commencé cette démarche, nous avons presque réussi et atteint notre but. Alors comment s'est déroulé ce colloque? Ce colloque a été bâti sur une démarche pédagogique qui consistait, la pédagogie, vous le savez aussi bien que moi, consistant à répéter un certain nombre de choses, un certain nombre de fois, à répéter la même chose sous 3 aspects. Un aspect parole, un aspect image statique, un aspect image dynamique. L'aspect parole était l'intervention hier toute la journée de 17 intervenants de très haut niveau qui sont venus à tour de rôle expliquer leur intervention dans cette chaîne qui part depuis la prévention primaire jusqu'au stade ultime de la médicalisation. L'image statique est constituée par les stands depuis 3 jours qui ont commencé avant parce qu'il faut sensibiliser et conforter aujourd'hui. L'image dynamique, vous venez de la voir passer devant vos yeux, qui a fait intervenir les mêmes personnes sous d'autres aspects, dire les mêmes choses mais dans un vécu qui, je crois, a beaucoup plu et que nos spectateurs ont apprécié. Alors ce colloque prend fin, quel est le bilan? Le bilan est très positif, c'est une première, je l'ai dit à plusieurs reprises, je risque de me répéter, une première nationale, une première dans la région, une première tout court, et nous sommes partants, nous avons déjà des sponsors, nous avons déjà l'accord des collectivités, nous avons pas mal de sollicitations pour repartir, et je vous donne rendez-vous au 2e colloque l'année prochaine, même date, même lieu, mêmes heures. Est-ce que vous pensez qu'une manifestation telle que celle-ci va éviter les imprudences cet été? Vous savez, la pédagogie est l'art de la répétition, et je pense que la pédagogie est l'art de la sensibilisation. À force de répéter, on finit toujours par avancer. Je crois à l'homme et je lui fais confiance. Merci beaucoup. On me les plans, comme ça après quand je ferai le montage. Ouais, okay. Et est-ce que votre titre exact par rapport à la SNSM? Attendez, il fait juste un plan. C'est SNSM. SNSM. Société nationale de sauvetage en mer. Alors, vous me rappelez votre nom? Oui, donc je m'appelle Pierre Otti, P-I-E-R-O-T-I. Votre prénom? Edmond, je suis capitaine de vaisseau en retraite et adjoint au capitaine de vaisseau de Guînes, délégué départemental pour la SNSM dans le Var. Alors, qu'est-ce que la SNSM? La SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage en mer qui est implantée sur tout le littoral de la France, en montant depuis le nord de la France, donc la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. 255 stations couvrent tout le littoral, y compris aussi dans les départements d'outre-mer. Ça représente combien d'hommes? Alors ça représente environ 4000 hommes qui sont bénévoles, qui travaillent bénévolement et qui arment les embarcations destinées à sauver les naufragés en mer. Alors on se demande comment on peut parler de bénévolat, car on sait que le sauvetage en mer ça coûte très cher. Alors quels sont vos revenus? Alors les ressources sont les suivantes. Il y a bien sûr une partie versée par l'État. Il y a une aide des conseils généraux, régionaux, des communes. Et aussi, bien sûr, l'argent apporté par des adhérents et des dons. Donc nous souhaitons que beaucoup viennent grossir les rangs de la SNSM pour bien sûr avoir une finance plus importante et pouvoir renouveler et entretenir notre flotte, nos canaux. Les canaux que vous avez vus ici évoluent sur le plan d'eau sont des bateaux qu'il faut entretenir, qu'il faut rénover et pour certains qu'il faut remplacer. Donc cela demande beaucoup d'argent. Quelle est la part d'intervention des membres de la SNSM dans le sauvetage en mer? Eh bien, la part d'intervention est de l'ordre de 50% pour tout ce qui se passe sur la mer. Par les moyens maritimes. Et ce sont des équipages, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont bénévoles et qui peuvent intervenir sur appel du CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui interviennent dans la demi-heure pratiquement et qui sont capables d'appareiller et se porter au point là où il y a danger et personne à secourir.
Quel que soit le temps et même la nuit. Alors quel que soit le temps, même la nuit, les samedis et les dimanches, ça il y a 24 heures sur 24, c'est une permanence continuelle. De quelle façon avez-vous participé à ce colloque? Eh bien, pour le Var, le capitaine de vaisseau de Guine, qui est délégué départemental, a participé à ce colloque pour montrer la SNSM, pour que le grand public, pour que les plaisanciers sachent que la SNSM est là et que la Société nationale de sauvetage en mer est à leur service en mer. Mais aussi, à terre, eh bien, la Société nationale de sauvetage a besoin de ces plaisanciers. Donc, nous demandons à tous les amoureux de la mer, à tous les utilisateurs de la mer, de venir grossir les rangs de la SNSM. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Oui, si ça vous ennuie pas. Il faut que vous partiez. Oui, 3 heures de route pour venir. Capitaine, vous représentez les pompiers à ce colloque national. Alors, quelle est la part d'intervention des pompiers dans le sauvetage en mer? Eh bien, les 3000 sapeurs-pompiers du Var tenaient beaucoup à s'associer à ce colloque national de la Fédération française de secourisme, parce qu'il faut savoir que tout au long de l'année, dans le département du Var, nous avons plus de 80 plongeurs opérationnels prêts à intervenir sur tous nos plans d'eau, que ce soit en lac, rivière et également sur tout le littoral du département du Var. En plus, durant la saison estivale, il faut savoir que les pompiers du Var arment plus de 30 postes de secours, ce qui est non négligeable, donc assurent la sécurité des baigneurs tout au long de l'été. Et que chaque poste de secours est non seulement armé de 2 maîtres nageurs sauveteurs, plongeurs ou BNSTSA, c'est-à-dire le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, mais possède également une embarcation légère type pneumatique Zodiac. Alors, dès qu'il arrive une catastrophe, que ce soit sur terre ou sur mer, le premier réflexe est en général d'appeler les pompiers. Si vous ne pouvez pas intervenir, vous contactez les autres organismes? Tout à fait. Et c'est un petit peu l'objet de la manifestation d'aujourd'hui. C'est d'une part, certes, de montrer à la population quels sont les dangers liés à la mer et quels sont les différents intervenants qui participent au secours. Mais surtout, ce qui me paraît indispensable, c'est de montrer au public, et je crois qu'on a assez réussi lors de cette manifestation, c'est la parfaite symbiose entre les différents intervenants du secours en sécurité et sauvetage aquatique. Alors, comment cela se passe? Il est évident que les personnes sont tout à fait habituées à appeler le 18, à composer le 18. Nous intervenons a priori dans la bande des 300 mètres, c'est-à-dire entre la côte et les 300 mètres, en fonction des pouvoirs de police administrative du maire, puisque le maire est responsable de la sécurité des baigneurs. Et chaque fois que l'intervention nous dépasse, ou bien chaque fois que nous avons besoin d'autres renforts, nous ne manquons pas évidemment, grâce à nos liaisons par radio ou par téléphone, à demander le concours des autres intervenants. Cela peut être la gendarmerie nationale qui met à la disposition les hélicoptères qui sont basés au Golfe Hotel à Hyères. Cela peut être évidemment le Crossmed. Le Crossmed est systématiquement mis au courant, surtout lorsque cela dépasse la bande des 300 mètres. Crossmed qui a un rôle de régulation pour tout ce qui est secours maritime, et d'autres intervenants qui peuvent être la marine nationale avec mise à disposition de bâtiments, mise à disposition d'hélicoptères, sans compter nos hélicoptères de la sécurité civile, et également tous les participants à la sécurité. J'oubliais, c'est une grosse erreur de ma part, la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Je ne l'ai pas oublié, mais il faut savoir que dans beaucoup de stations sur le littoral du Var, la SNSM est composée de bénévoles, ça vous le savez, mais souvent ces bénévoles sont aussi sapeurs-pompiers volontaires, donc font partie de nos corps de sapeurs-pompiers. Le sauvetage c'est bien, la prévention c'est mieux, vous y travaillez? On y travaille, notre présence à ce colloque c'en est un exemple. Nous avons installé un stand durant ces 3 jours au colloque national de sécurité. Hier, le capitaine Tollard est intervenu sur tous les problèmes liés au sauvetage aquatique et l'action des sapeurs-pompiers du Var dans le cadre de ce sauvetage. Et encore aujourd'hui, dans la bande des 300 mètres, nous avons réalisé un exercice de sauvetage de victimes en surface grâce à nos maîtres nageurs sauveteurs et titulaires du BNSSA, et sauvetage de victimes immergées grâce à nos plongeurs subaquatiques. Donc on peut aller se baigner en toute sécurité cet été? Tout en restant prudent, tout en se fiant aux conseils donnés par les maîtres nageurs, qu'ils soient des CRS, je les ai oubliés quand j'ai énuméré nos collègues, ou postes de secours de sapeurs-pompiers. Faire attention aux flammes. Lorsque la flamme est rouge, il ne faut pas se baigner parce que la mer est trop dangereuse. Lorsque la flamme est orange, la baignade est autorisée mais doit être pratiquée avec beaucoup de prudence parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, faire attention aux conseils prodigués par les maîtres nageurs, faire attention au vent, ne pas trop s'éloigner avec les planches à voile lorsqu'il y a beaucoup de mistral et en fonction de l'exposition. Mais a priori, nous faisons le maximum pour assurer la sécurité des baigneurs sur les plages du département du Var. Je vous remercie.
Parfait. J'espère que vous pourrez 35. Samedi, oui, À quelle heure 19h35. Et c'est rediffusé le lundi matin à 8h30. 19h35 samedi. Samedi et lundi prochain, donc, à 8h30. Durée. Moi, je veux voir en fonction des images, qu'on a. Je m'en doute. Ouais. C'est bon? C'est bon. Votre nom alors? Alors je suis M. Pierre Bansard, directeur du détachement d'intervention contre les catastrophes et de formation. Comment ça s'écrit? BANSARD. BANSARD. Alors, on vous a vu faire une démonstration, vous êtes maître chien avec un chien qui s'appelle? Roc de l'aqueduc de Cachan. Et il a une fonction bien particulière. Alors c'est un chien qui fait de la recherche de victimes sous les décombres, qui fait de la recherche... On va peut-être arrêter parce que comme il y a l'électro... Alors, votre chien, Rock, est un exemplaire presque unique. Alors ce chien est un chien qui fait de la recherche de victimes dans les décombres. Il a participé à la catastrophe de Mexico, San Salvador, enfin, il a fait énormément de voyages. Et il fait également de la recherche de personnes disparues par pistage. Il a fait le stage d'avalanche et actuellement une technique qu'on essaye d'importer en France, c'est la recherche de noyés. Alors comment dresse-t-on un chien à retrouver un noyé? Alors toujours sous forme de jeu. Au départ, on fait comme pour dresser n'importe quel chien de travail avec des leurres. Alors, c'est un leurre qui est composé de cheveux humains qu'on laisse avec des cailloux. On met ça dans un emballage qui laisse résurger les effluves. Et on va disposer ces lestes de loin en loin pour habituer le chien à nous faire de la quête d'odeur humaine. Parce que contrairement au pistage, le chien a une odeur de référence. Alors que là, le chien sera obligé de nous matérialiser toutes les odeurs humaines. Alors ces odeurs humaines, elles sont composées des odeurs propres de la personne, telles que la transpiration, le sébum, les graisses qui sont à la surface de la peau, vont se superposer à ces odeurs, des odeurs personnelles telles que les odeurs de tabac chez les fumeurs, les odeurs de médicaments pour les gens qui prennent des traitements, les lotions pour les gens qui se parfument. Donc on peut établir une carte d'identité propre pour chaque individu. Et c'est ces odeurs, une partie de ces odeurs est miscible dans l'eau, d'autres parties vont résurger à la surface de l'eau, se vaporiser. Et c'est ces odeurs que le chien va nous détecter. Mais l'eau doit atténuer considérablement les odeurs. C'est pas particulièrement difficile pour un chien de sentir un corps à quelle profondeur d'ailleurs? Alors c'est la question qui nous est traditionnellement posée dans toutes les disciplines, aussi bien en décombres qu'en avalanche. Il y a tout un tas de facteurs qui viennent se greffer sur ce problème. Et là, c'est très difficile de donner une réponse affirmative. Vous voyez, par exemple, en recherche en décombres, tout dépend si les matériaux sont homogènes ou hétérogènes. Dans la recherche de noyés, il faut prendre en considération les courants, il faut prendre en considération le vent, le temps pendant lequel la victime est sous l'eau. Plus la victime va être dans l'eau, plus il y aura d'odeur. Donc c'est très difficile de répondre à votre question. Là, nous avons assisté à une première, car c'est la première fois, je crois, que Rock recherche un noyé dans une eau salée. Il a l'habitude plutôt de l'eau douce. Oui, là, pour nous, la synthèse de la manœuvre de ce matin, c'est qu'il y avait trop de facilité pour le chien, étant donné que le chien a vu la victime. Donc, nous, quand on recherche en lac, un plongeur qui met la main devant son masque à 50 cm ne voit pas sa main. Alors que là, le chien s'est servi plus de sa vision que de son olfaction. Donc pour vous, l'expérience n'est pas tout à fait concluante? Si, parce que ça nous a permis quand même de travailler en mer, de constater qu'on n'avait pas trop de phénomènes de courant. Et comme je vous ai expliqué, c'est une première pour nous, parce qu'on a travaillé dans une baie qui est quand même assez fermée. Très bien, mais je vous remercie. À votre disposition. Oui, en mer. Ça vous va? C'est dans votre... Oui, ça va, c'est mes cordes. Mais c'est le but. Je vais vous demander d'abord votre nom, s'il vous plaît. Je suis le major Gégou. Major? Gégou. Ça s'écrit comment?
avec un J. Alors, J-E... G-O-U. J-E-G-O-U. Votre prénom? Georges. D'accord. Vous êtes donc... Je suis le chef du service opération de la compagnie des marins-pompiers de Toulon. D'accord. Ça, c'était pas pour l'interview, hein, c'est simplement pour qu'après je sache qui vous êtes. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qu'on a tendance à faire, ce que j'ai tendance à faire moi aussi, pompier et marin-pompier. Il y a une nuance. Ah bien, la nuance, elle est sur le fait que nous portons l'uniforme de pompier, mais enfin notre mission est la même que celle des sapeurs-pompiers. D'accord, donc il n'y a pas une grande nuance finalement. Non, nous sommes tous des sauveteurs. D'accord, alors quel est le rôle des marins-pompiers dans le sauvetage en mer? Ah bien, dans le sauvetage en mer, c'est surtout lorsqu'un bateau et un navire marchand ou militaire est en difficulté dans le nord occidental du bassin méditerranéen, d'intervenir avec une équipe héliportée pour évaluer les moyens et les secours à mettre en place et également procéder à l'intervention. Alors, quels sont vos moyens en hommes et en matériel? En hommes, la compagnie des marins-pompiers, officiers mariniers, équipage confondu est composé de 176 hommes, 2 officiers. Ça c'est pour toute la région? Non, pour la compagnie de Toulon, hein, et c'est 2 postes détachés, mais la compagnie arme également avec une 60aine d'hommes qui sont détachés les bases aéronavales de la 3e région maritime et le centre essai de la Méditerranée. Alors le matériel maintenant, le bateau-pompe que nous avons vu, il vous appartient? Le bateau-pompe que vous avez vu est une de nos 2 unités, le bateau-pompe Peguia et le bateau-pompe WED, et qui nous appartiennent et qui sont armés par les gens qui peuvent intervenir aussi bien à terre qu'à bord. Et en dehors de ça, de quels moyens disposez-vous? 42 véhicules, engins incendie, échelle, fourgon-pompe. Nous avons tous les moyens terrestres que possèdent les sapeurs-pompiers conventionnels. D'accord, mais vous, votre mission sont donc d'éteindre les incendies, pas tellement d'aller chercher les noyés ou les véliplanchistes? Non, pas tellement ça, c'est pas notre mission. La mission, c'est combattre les incendies en mer. Ben, notre mission, c'est la sauvegarde des personnes et des biens dans le domaine maritime, en 3e région maritime, sur l'aire toulonnaise. Très bien, ben, je vous remercie.